Voilà, je suis Freddy Raphaël, je suis avant tout, je me définis comme un enseignant invétéré, puisque j'ai 52 ans et demi de bons et loyaux services dans l'éducation nationale, que quelque part j'ai fait aussi, deuxième dimension, toute ma carrière, entre guillemets, en Alsace, au lycée et puis à l'université de Strasbourg. Et c'est là où j'ai été formé, donc j'ai une immense dette vis-à-vis de toute une lignée de profs que j'ai eus dans le secondaire. Et puis aussi à l'université, mais peut-être que ma dette principale, je l'ai à l'égard de mes parents, petits marchands de bestiaux juifs d'une bourgade à la limite entre l'Alsace et la Lorraine, dont l'unique but était que leur fils fasse des études, ne soit pas commerçant, ne soit pas marchand. Et du coup, j'ai eu à la fois ce besoin, cette envie, mais comme pendant toutes les vacances, j'accompagnais mon père qui marchait à pied dans les Vosges, j'ai aussi eu un rapport très, très fort au paysage alsacien, aux Vosges, au vignoble d'où venait ma mère, et quelque part, j'ai besoin d'un lieu d'ancrage pour, ce que je disais, m'ouvrir vers l'autre, vers l'universel. Mais j'ai besoin de ce bagage-là, et il faut dire que mon bagage de juif a probablement déterminé ma sensibilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis des options du moment, vis-à-vis d'un certain nombre de revendications qui se font jour, dans lesquelles je me reconnais qu'à moitié, qu'avec une certaine distance. Je me sens tout à fait alsacien, tout dépend de ce qu'on appelle alsacien. Pour moi, je me sens héritier d'une culture, mais je devrais décliner ce mot au pluriel. Ma culture alsacienne, ce sont mes cultures alsaciennes, c'est-à-dire à la fois je suis l'héritier d'une histoire collective, surtout d'une culture collective, histoire et culture, et en même temps d'une culture spécifique, qui est la culture juive et l'histoire juive, et quelque part, je sais gré à l'Alsace d'avoir permis, et je pense qu'il est très important pour d'autres communautés à l'heure actuelle, d'avoir permis une intégration et non pas de m'avoir obligé à devenir, à ressembler. J'ai pu continuer à être moi-même, mais en fait, je dis bien continuer à être, je devrais rectifier, c'est continuer à devenir moi-même dans une évolution continue, en rapport avec l'autre. Je suis conscient, et c'est pour ça que j'ai jamais voulu bouger de Strasbourg et de l'Alsace, de toute la richesse d'une culture alsacienne, d'une culture littéraire. Pour moi, c'est extraordinaire, quelque part, bénéficier de ce qu'ont apporté les écrivains en Alsace, par exemple. Et pour moi, ça part précisément avec, pas ça part, mais j'ai comme jalon personnel des gens comme Schickele, comme Ernst Stadler, qui sont précisément des gens qui ont cette double culture, et puis des gens comme Dadelsen, Nathan Katz, enfin tous ces gens qui, quelque part, sont des rôdeurs de frontières. Je me reconnais quelque part dans ces rôdeurs de frontières. Alors, les valeurs constitutives du judaïsme, les valeurs de solidarité, les valeurs de justice, dont sont des revendications au niveau de la nation. Et quelque part, ces juifs, à ce moment-là, qui sont dans les villages, qui de plus en plus sont admis, c'est l'expression, tu la connais, unsere Juden, nos juifs. Des fois, on dit du mal du juif d'à côté, mais unsere Juden, ça va bien, nos juifs à nous, au contraire, on les défend. Il y a là un moment heureux. Ce que je dois dire aussi, c'est que ce moment heureux
se termine par la catastrophe. Et pas une catastrophe venue seulement de l'extérieur, dans la mesure où, à partir des années 30, l'antisémitisme en Alsace et Lorraine va prendre ce que j'ai pas découvert, mais travaillé ces derniers temps, et mes publications se rapportent à ça, c'est de voir combien, en Alsace, dans les villages et en ville, l'antisémitisme a de plus en plus, dans l'entre-deux-guerres, pignon sur rue. Toutes les grandes ligues antisémites nationales vont faire leur marché en Alsace, trouvent des relais jusqu'à le Bauerbund, par exemple dans le Sundgau, des chemises vertes, ça rappelle quelque chose qui casse du juif, qui intimide, donc un climat de violence. Et je dois dire que la rupture, le lâchage, l'impression forte d'abandon au début de 39-40, en relisant l'histoire pour moi, n'est pas quelque chose d'étonnant. Il y a eu en 1937, en 1938, des mini-pogroms, même à Strasbourg, des vitrines dans la grande rue de magasins cassés, justement des groupes qui défilent dans les rues en criant « mort aux Juifs ». Donc il y a eu quelque chose d'alarmant dans les années 30, surtout après le Front populaire et le gouvernement Blum. Le judaïsme rural a pu s'établir où il voulait après. Il est resté massivement rural jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est après qu'il y a eu ce mouvement vers la ville. Et je dois dire que après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, où il y a quand même 1/10 de la communauté qui a péri, c'est pas rien, 1/10, eh bien, les Juifs ne sont pas retournés, ceux qui ont survécu ne sont pas retournés, ceux qui venaient de villages et de bourgs ne sont pratiquement pas retournés. Il reste 1, 2, 3 familles. Je crois en partie parce qu'il y avait eu la sensation d'un abandon, d'un lâchage. Et c'est effectivement toutes les familles. Je peux citer la mienne, ont senti ce lâchage. L'enfant, le petit garçon du voisin qui jouait avec moi, on a eu, à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, ses parents ne voulaient plus qu'il joue avec moi. Je ne comprenais pas, j'avais 3 ans et demi, je ne comprenais pas du tout. Il n'est plus joué, il n'allait plus. On caillassait le chien, le loulou, en disant c'est Schnorr, Jute Hund wie rumläuft, il y a encore un chien de juif qui se balade. Il y a eu là une sensation terrible d'abandon et la confiance a mis du temps à se reconstruire, se rebâtir. Je dirais franchement que je ne pense pas que la plaie soit cautérisée, que je pense que cette expérience du lâchage, de la haine, de l'abandon ou de l'indifférence, quelque part on en porte les stigmates. Et la preuve, c'est qu'il y a eu quelque chose de tout à fait important. Avant de reconstruire une synagogue à Strasbourg, il y a eu 10 années durant de discussions, savoir si on allait reconstruire une synagogue. Reconstruire une synagogue quelque part, c'est refaire confiance, croire que l'aventure peut reprendre et continuer. Et je suis frappé par la façon dont les édiles de l'époque d'après-guerre ont eu cette conscience aiguë d'une fragilité peut-être constitutive et qu'on ne pouvait peut-être plus faire confiance aveuglement à l'entourage. Quelqu'un qui exprime ça très fort dans son œuvre, c'est Claude Vigée. Je dois dire qu'à l'heure actuelle, il y a un nombre quand même significatif de Juifs qui quittent l'Alsace, qui quittent Strasbourg pour aller, à l'heure actuelle, dans la situation présente, s'établir en Israël. D'une part, j'ai dit que la plaie n'est pas entièrement cautérisée, certes, mais c'est pas là où ça joue. Ce qui joue, c'est le sentiment d'insécurité. Le sentiment que tout peut arriver à tout moment, qu'on peut se faire insulter quand on a une kippa, qu'on peut se faire bousculer quand on a une sépa. Et je vais te dire, il y a quand même quelque chose d'anormal
dans la normalité qui s'est constituée, c'est-à-dire que si je vais prier un Shabbat matin à la choule, à la synagogue, hein, je le fais sous protection de 3 quarts de police, c'est pas normal. Ça devient ça comme... ils font partie du décor, comme s'il me fallait une protection pour avoir le droit de prier. De la même façon qu'on est chrétien, on est juif, et de la même façon dont on est juif, on est chrétien. Il y a une interaction, une interpénétration dans tous les domaines, dans la culture, dans l'art, dans la truc. Et puis, il y a surtout j'allais dire, l'enseignement recteur qui est resté pour moi, que mes parents m'ont apporté, et qui est resté prévalent. Et je le retrouve avec beaucoup de plaisir au musée juif de Bouxwiller, qui est un très beau travail de Gilbert Weil, c'est « Leve und leve lohn ». Alors traduit, ça fait « vivre et laisser vivre », ça a l'air banal, mais c'est énorme. Oui. Vivre et laisser vivre, ça veut dire que j'entends vivre à ma façon, mais ça suppose que je respecte la façon de vivre de l'autre. « Leve und leve lohn » reste pour moi vraiment une dimension rectrice.